chaque transformation d'espace public devrait être l'occasion d'une vraie révolution, parce que les arbres qui nous feront de l'ombre en 2050, c'est maintenant qu'il faut les planter. Faire la ville, c'est long. Quand on refait une rue, c'est plutôt tous les 30 à 50 ans. Les rues qu'on fait aujourd'hui, c'est les rues qu'on aura en 2050. On ne va pas pouvoir les refaire, ça marche pas comme ça. Cette métaphore de l'urbanisme circulaire, c'est se préoccuper de ce qui est déjà là, avant de commencer à se concentrer à la fois sur la construction neuve et l'étalement de la ville, hein. Déjà, il faut sortir de l'idée que la nature en ville et la résilience territoriale va se résumer à des pots de géranium, sur la place de la mairie. Je pense qu'on commence à sortir un peu de cette alternative écoutez, il y a 2 solutions, soit on densifie et qu'on construit des logements, soit on végétalise. Bienvenue sur Daily Green, le podcast dédié à la nature en ville. Je m'appelle Hicham Ndakla et toutes les 2 semaines, je vous invite à parcourir la ville et partager un moment avec celles et ceux qui font de nos villes des lieux plus vivants, plus verts, sensibles à la santé et à la cohésion sociale. Bienvenue sur Daily Green. Bonjour à tous, merci d'être là pour ce nouvel épisode. Je suis ravi d'accueillir Sylvain Grisot. Alors on a une petite histoire, Sylvain, avec entre newsletters, notamment avec ta newsletter Dixit, puisque en fait lors de la 3e édition, on avait parlé de ton livre. Du coup, vous aviez relayé ensuite notre newsletter qui venait d'être lancé et on avait acquéri nos premiers dizaines de nouveaux abonnés. Donc je tenais à te remercier parce que ça date de 2020 et voilà, je m'en souviens toujours et c'était pour nous un bon élan pour pouvoir poursuivre cette newsletter qui aujourd'hui a presque plus de 5 ans. Je pense que Dixit, si on en parle rapidement, ça fait un petit moment que tu l'as lancé? Oui, je serais incapable de te dire quand en fait, c'était avant 2020 c'est sûr, mais peut-être vraiment 2019, sérieusement, oui 2019 je pense. D'accord, super. Bah, écoute, je te remercie d'être là. Pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais que tu puisses te présenter librement, s'il te plaît. Je suis urbaniste, voilà, c'est tout. Heu, Tu peut-être une réponse un peu plus complexe, mais mais Bah, écoute, mais mais en fait, c'est ça, enfin, c'est essentiellement ça. Alors après, il y a plein de pratiques de l'urbanisme. La mienne, elle est assez concrète, et elle est pas nécessairement d'ailleurs très visible. C'est une pratique, de terrain, une pratique du conseil, qui fait que j'accompagne depuis, une bonne vingtaine d'années et puis, je fais vraiment plus que ça depuis 10 ans, depuis que j'ai créé ma structure qui s'appelle Dixit.net, C'est avant tout une agence de conseil. J'accompagne des acteurs publics et privés qui sont confrontés à des enjeux de transformation d'espaces urbains existants. Donc, c'est une usine qui ferme, c'est une friche, dans une ville moyenne. Ça peut être, un hôpital qui déménage et cetera et cetera et donc, j'accompagne les acteurs un peu de tous les bords à dire, voilà, c'est quoi le futur de cet espace urbanisé? Donc c'est très concret. Ça c'est un peu le socle et puis, ça m'a amené aussi à monter en généralité, à écrire, Mmh. à diffuser et puis, progressivement à rentrer dans une logique aussi d'enquête en fait sur globalement l'alignement des pratiques du faire la ville avec les limites planétaires. D'accord. Comment tu définirais, la notion, d'urbanisme? Parce qu'effectivement, elle est utilisée, mais quelles sont les Bah, caractéristiques, les missions? alors il y a vraiment, plein de missions, mais différentes, enfin des types de pratiques en fait qui sont associées à l'urbanisme. L'urbanisme étant, à mon sens, alors c'est une discipline académique et cetera. Ça on peut le définir de plein de façons différentes. En tout cas, celle qui moi m'intéresse, c'est ce qu'on appelle dans la profession plutôt, la fabrique de la ville, c'est-à-dire, finalement les processus qui font que la ville se fait, se défait, se refait. Et dans ces processus-là, il y a à la fois des professionnels dont le titre sur la carte de visite, c'est explicitement urbaniste, mais Mmh. il y a évidemment des architectes, des paysagistes, il y a des gens qui sont dans l'acte de conception, d'autres plutôt dans l'organisation. On va avoir des maîtres d'ouvrage dans des collectivités, dans des entreprises privées, qui eux vont être plutôt du côté de la commande. Donc il y a plein de façons de le faire à plein d'échelles différentes. Et évidemment, au cœur de tout ça, on
a des enjeux politiques et donc la place des élus locaux, notamment, qui est importante, la place des régulations nationales, et puis la place du citoyen, à la fois dans sa participation à des débats sur un projet urbain, par exemple, mais aussi par ses actes du quotidien, à un moment, quand vous faites, isoler votre maison quelque part, ou vous rajoutez, un cabanon au fond du jardin, ou vous transformez votre garage en logement annexe, que vous allez louer, vous participez à ce processus de fabrication de la ville, d'une façon ou d'une autre. Donc, voilà, l'urbanisme, finalement, c'est fait par plein de gens qui sont pas, urbanistes, dans leur profession, et c'est fait aussi par des gens dont ce n'est pas la profession. D'accord, et d'où vient, cette envie de faire la ville justement? Est-ce qu'il y a un moment fondateur dans ton parcours? Est-ce qu'il y a un déclic qui a fait que tu t'es dit que c'était une mission sur laquelle tu allais t'engager? M Moi, j'ai fait d'autres métiers avant, et puis à un moment où j'ai décidé de regarder du côté de l'urbanisme. J'ai fait une formation, en reprise d'études, parce que ça alliait à la fois des logiques, à la fois des logiques d'analyse, de recherche, enfin un travail de fond, hein, une logique de projet, hein, fondamentalement. On est en mode projet de façon absolument permanente. Donc il y a pas un quotidien répétitif, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des accélérations, il y a des temps très longs, des temps très courts, voilà, c'est bel et bien une démarche de projet, et puis oui, une démarche d'intérêt général, j'ai envie de dire. Voilà, la ville, c'est là où on vit. Alors c'est la ville moyenne, c'est le village. En tout cas, ces espaces urbanisés, c'est ce qui fait notre vie au quotidien, c'est ce qui fait notre qualité de vie, ce qui fait notre santé, ce qui fait ou défait d'ailleurs, l'égalité de chance entre les uns et les autres. Donc c'est éminemment central pour chacun d'entre nous. Et mais alors tu nous en dis pas plus, c'était quoi tes anciens métiers et comment tu as switché à un moment donné vers l'urbanisme? Est-ce que c'est lié à quelque chose qui est lié à l'enfance? Est-ce que tu es un urbain? Est-ce que, on peut Oui, dire moi que tu je suis plutôt un urbain. Maintenant on est 80 à être urbain, donc si on devenait tous urbanistes, ce serait problématique. Heu, non, moi j'ai fait, moi j'ai une formation, plutôt généraliste, hein, Sciences Po, puis j'ai fait de l'anthropologie. Heu, Après je suis parti, dans les dernières années du service militaire, hein, obligatoire pour le coup. Je suis parti en Tunisie dans un labo de recherche où j'ai notamment accompagné la bascule vers l'édition numérique. Puis j'ai été chef de projet informatique, j'ai fait du web, une période autour de 2000 là, jusqu'au moment où j'en ai eu marre, et puis j'ai décidé de réorienter mon parcours, et puis de réfléchir un peu à ce que j'avais fait, à ce qui me plaisait, voilà, ce qui m'a amené assez naturellement vers ça. Et puis à réaliser d'ailleurs assez tardivement que, bah, oui, il y avait sans doute aussi, au niveau familial, des appétences, pas forcément explicites vers l'urbanisme, mais en tout cas qui s'en rapprochaient très fortement. Voilà, mais c'était pas non plus écrit, du tout. as parlé de la Tunisie, j'ai lu ou j'ai écouté quelque chose concernant Mayotte. Tu peux nous en parler? Ça t'a fait une petite escale à Mayotte, durant ta carrière? Oui, donc j'ai fait, alors si tu veux je te fasse le la Il totale, mais faut c'est peut-être pas le plus important, mais si tu veux, C'est moi intéressant j'ai de savoir justement ouais. d'où tu, tires Donc moi, cette énergie aujourd'hui. j'ai fait une reformation, mais autour une forme de reconversion autour de 30 ans, en urbanisme, et puis après je suis pas parti à Mayotte pour exercer. D'abord dans une agence en tant que salarié, en tant que chef de projet, notamment, travaillant, sur le quotidien des bidonvilles, hein. Ma première mission d'urbaniste, ça a été construire des sanitaires dans des bidonvilles de Mayotte. Et puis j'ai créé une société, là-bas, la première entreprise que j'ai co-créée avec mon associé, qui travaille essentiellement sur l'habitat populaire et l'habitat social. Voilà, et en rentrant au bout de 3 ans, je travaillais dans une société d'aménagement à Lille, jusqu'à venir, à Nantes, où j'ai travaillé là 7 ans de mémoire, dans un gros bureau d'études, à piloter une équipe, de conception urbaine et paysagère pour l'essentiel, jusqu'à ce que je crée ma deuxième société qui est donc, Dixit.net en 2015. D'accord. Sylvain, tu as un rôle à punchline quand même parce que je constate que beaucoup de tes phrases sont soit reprises,
sont utilisées pour parler justement de la ville. Il y en a quelques-unes, notamment je pense à 80 de la ville de 2050 est déjà là. Je pense également un bâtiment devrait avoir 7 vies. C'est tout un ensemble de phrases que, bon, que j'ai lues, que j'ai entendues, qui a été repris d'ailleurs, souvent et j'ai eu à le rappeler une ou 2 fois, tiens, ce serait pas Sylvain Grisot qui aurait dit ça dans un de ses bouquins ou sur sa newsletter. Est-ce que tu peux nous parler, de l'urbanisme circulaire? Puisque c'est une de tes points d'entrée, c'est quelque chose que tu as mis en valeur ces dernières années, qui est souvent, cité, bien souvent quand on parle de l'évolution et de la fabrique de la ville. Oui, cité ou pas cité, moi j'ai pas de voilà, j'ai pas d'attachement particulier, à ça. Donc moi j'ai pas de difficulté à soutenir un ministre qui énonce 80 la ville de 2050 est déjà là. Que par ailleurs j'ai pas écrit tout seul, hein, que j'ai écrit avec Christine Lecomte dans un petit bouquin qu'on a commis ensemble, hein, qui s'appelle «Réparons la ville». Et le fait de pas être, cité est plutôt positif. Moi, l'objectif c'est pas d'être cité et reconnu. L'objectif c'est de faire percoler des idées, hein. Voilà. Et cette idée qui percole parce qu'en effet, il y a une punchline ou il y a une métaphore, hein, comme l'urbanisme, circulaire, ça fait circuler les idées, ça fait qu'elles sont performatives. Donc, ça veut pas dire que c'est très précis, ça veut pas dire que c'est exact et cetera. Plus ça va d'ailleurs, plus le 80 est faux, hein. On est plutôt à 85 je pense maintenant, pas loin de 90 de la ville de 2050 est déjà là, mais en tout cas, c'est pour dire que ce fameux rendez-vous de 2050 qu'on a à peu près tous en tête, en effet, toutes les voitures qui roulent aujourd'hui ne seront plus là en 2050. Elles seront usées, elles seront vieilles, hein. Celles qui sortent aujourd'hui des chaînes de production, dans 25 ans, elles seront mortes, ou pas loin de l'être, pour quasiment toutes, enfin, sauf quelques que voitures historiques, voilà. Alors qu'un projet urbain qui démarre aujourd'hui, on n'est pas certain qu'il soit fini en 2050, hein. Et ce qui est certain par contre, c'est que tous les immeubles qu'on va construire, dans le cadre de ce projet urbain-là, ils ont vocation à être encore là en 2050, hein, donc ça veut dire que c'est très, très long, le processus de fabrication et de renouvellement de la ville est beaucoup plus long que ces gros objets, qu'on connaît que sont nos voitures, par exemple, hein. Donc c'est pour pointer là-dessus et pour dire, voilà, entre 80 et 20 évidemment, c'est le 80 qui est important et le 80 c'est pas le neuf dont on parle beaucoup, c'est l'existant, hein. Et finalement, la cette métaphore, hein, de l'urbanisme circulaire, c elle fixe un peu le même rendez-vous, hein. C'est se préoccuper de ce qui est déjà là avant de commencer à se concentrer à la fois sur la construction neuve et l'étalement de la ville, hein. Donc l'urbanisme circulaire, c'est simplement une forme de transposition, des principes de l'économie circulaire à la fabrique de la ville, en regardant une forme de matière première, hein, de la fabrique de notre ville qui est l'espace, en fait. C'est l'espace et c'est essentiellement le champ, hein, le champ agricole, cultivé dans la périphérie qui se transforme en lotissement, en zone d'activité, en route ou en LGV. Et ça, c'est le processus qui est un peu au cœur, de la fabrication de nos villes, depuis une bonne cinquantaine d'années. La construction progressive de nouveaux espaces urbains dans la périphérie, qui permettent de construire des objets neufs, souvent très standardisés, hein. Voilà et donc une forme voilà, de prégnance, hein, de cette forme d'urbanisme centrée sur le neuf, avec des objets immobiliers, standardisés et une forme aussi de poubelle bleue, hein, de la fabrique de la ville qui est la multiplication des friches, la multiplication des espaces vacants, voilà, on est passé de 2 à 3 millions de logements vacants, en France en 10 ans. On vient de fêter les 9 millions de mètres carrés, de bureaux vides, hein, aujourd'hui en France. Donc, on a une forme de poubelle bleue qui se remplit. Donc ça, c'est l'urbanisme linéaire, hein, consommation d'espace, construction d'objets neufs et puis la poubelle bleue. Est-ce que tu veux Le dire que finalement, en fait, on agit comme un grand enfant où en fait, une fois que le jouet, n'est plus, intéressant, on va en chercher un nouveau? C'est-à-dire que, on va vouloir toujours construire du neuf, sans se préoccuper de l'existant, en fait, ça serait un peu ça l'idée et on laisse des espaces, vides comme ça, qui ne sont plus intéressants ou peut-être trop compliqués à remonter?
Alors, oui, après derrière l'idée de grand enfant, il y a une forme de jugement de valeur. Moi je Oui. peux en faire, hein, ça j'ai pas de problème, mais j'ai plutôt pour habitude aussi de regarder vraiment le passé et de pas considérer, pas de juger le passé à l'aune de ce qu'on vit aujourd'hui. Si tu veux, ce mode de fabrication, il a permis quoi? Il a permis la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, il a permis le développement du territoire, il a permis de répondre à des enjeux sociaux et cetera, et qui fait qu'on a une crise du logement aujourd'hui et qui est pas du tout celle qu'on connaissait dans les années 50 ou 60. Donc voilà, on a fait le job, hein. On a fait le job, alors c'est avant nous pour le coup, donc voilà. Hem, il y a par contre dans ce que tu dis quelque chose de très vrai, c'est l'aspect simplicité, hein. On a fait le job comment? Notamment par des processus industrialisés, hein, sur lequel on est venu à la fois standardiser les produits, et rechercher des formes d'économie d'échelle. Donc on retrouve, hein, l'usine qui construit la voiture, dans le lotissement ou dans les immeubles défiscalisés de centre-ville ou dans les tours de bureaux et cetera. C'est des formes standards même si esthétiquement la façade peut changer. C'est du neuf, hein, et donc ça permet d'avoir une forme d'efficacité, hein, une vraie puissance, heu, qu'on va pas retrouver quand vient urbaniser une petite parcelle en dents creuses dans le tissu existant, parce que là, il faut venir se glisser, on peut plus faire du standard, qu'on va pas retrouver non plus quand on fait de la réhabilitation, d'un immeuble de bureau, parce que là, pareil, c'est une aventure, hein, on peut pas faire du standard une fois de plus. Donc on est sur la ville facile, un peu concentré sur SimCity. Avec la nécessité de basculer sur une forme de ville compliquée, et ça c'est l'urbanisme circulaire, hein, donc c'est une inversion du sens des priorités. D'abord mieux utiliser ce qui est là, l'intensification des usages, ensuite éviter de démolir, hein, par la transformation, du bâti. Ça, c'est important parce que démolir, c'est à la fois émettre des déchets, mais c'est aussi perdre tout le capital carbone qu'on a, dans des bâtiments existants, et puis c'est en repasser par, la construction neuve avec toutes ces consommations, de matière et ces émissions d'énergie grise, avec les émissions carbone qui sont associées, et puis si on ne trouve pas la réponse à nos besoins dans, à la fois des mètres carrés déjà là et peu utilisés, ils sont nombreux, ou des mètres carrés qu'on peut transformer. C'est en tout cas rechercher la réponse à nos besoins dans les espaces déjà urbanisés par le recyclage urbain, que ce soit par la densification, construction de bâtiments neufs, mais dans des périmètres déjà urbanisés, et par le recyclage, donc démolition, reconstruction. Donc c'est des boucles de l'urbanisme circulaire, hein, dans lequel on va aussi avoir une boucle, un retour à l'envoyeur quelque part, un retour à des usages naturels, sans doute rarement agricoles, d'espaces urbanisés, hein, qui vont être renaturés avec, tous les enjeux que tu soulignes régulièrement dans ta newsletter, notamment en termes de résilience des espaces urbains, face à la fois aux canicules et aussi, aux questions, d'inondation par ruissellement, hein, en retrouvant une forme de perméabilité des sols. Avant de devenir justement la nature en ville, il y a aussi cette notion de temporalité, justement la multifonctionnalité des bâtiments. Ça va me marquer ça. C'est-à-dire que techniquement, tu peux avoir un bâtiment qui va avoir plusieurs fonctionnalités en fonction des heures de la journée. Est-ce que tu as quelques exemples comme ça qui montrent qu'en fait un bâtiment peut vivre pratiquement 24/24 ou presque? Oui, alors l'objectif, c'est moins de dire comment est-ce que, on suroptimise l'utilisation de nos bâtiments, que de regarder le fait qu'aujourd'hui, ils sont très, très largement sous-occupés. Donc hem, l'idée, c'est pas non plus la surintensité, mais c'est mieux occuper, des Mieux bâtiments occupé. déjà là. Mmh. À l'exemple, de tout ce qui est restauration collective, par exemple, les cantines, qu'elles soient professionnelles ou scolaires, c'est des lieux souvent assez confortable, assez souple, assez vaste, enfin voilà, c'est des espaces de qualité quand on est, notamment dans un projet, de construction neuve. Heu, voilà, on y met de l'effort, on y met de l'envie, on y met du désir, et pour autant tous les après-midi c'est vide, tous les week-ends c'est vide. Alors que c'est des espaces assez vastes qui peuvent servir, pour faire du télétravail, voire même pour faire, des salles de spectacle, hein, donc il y a des projets, hein, enfin il y a des opérations réalisées, de groupes scolaires, par exemple, dans lequel la cantine, bah, il y a une porte qui donne sur les salles de classe avec les gamins qui viennent manger entre midi et 2. Mais il y a aussi une porte qui donne sur la rue, avec la capacité de bloquer l'accès à l'école, mais par contre, d'offrir le réfectoire aux associations, du quartier, du village, pour le soir faire, une réunion, ou le week-end faire un spectacle, hein, avec un mobilier qu'on peut pousser sur le côté. Donc là, on a bien, 1 m² et 2 espaces avec une temporalité qui est plutôt de l'ordre de la semaine. On a des entreprises qui, au lieu de mettre,
dans leur bâtiment, les salles de réunion, sur le rooftop, tu sais, comme ça se fait beaucoup, pour qu'on ait la vue, un espace, voilà, assez confort, un peu hype, et cetera, bah, qui vont le mettre plutôt dans le rez-de-chaussée et voire même en façade sur rue, avec la capacité, bah, d'avoir un quotidien, comme d'habitude, hein. L'entrée dans la tour de bureau avec une entreprise, voire même des badges à l'entrée, de la sécurité, enfin voilà, une forme de caractère privatif et intime de l'entreprise et certaines salles de réunion qui peuvent avoir une porte qui donne directement sur la rue et la Ah oui, capacité d'envoyer un QR code, à des associations qui vont biper avec leur téléphone et qui vont faire leurs 2 heures de réunion, souvent gratuitement, hein, parce qu'il y a pas vraiment d'enjeu pour les entreprises. Là, dans des mètres carrés qui sinon serviraient à rien. Ou cette école là à Noirmoutier qui depuis 20 ans, se transforme tous les étés en logement touristique. Hein, ça c'est bien. bah, voilà, c'est 8 salles de classe qui sont pas vides tout l'été et c'est aussi des revenus complémentaires pour cette école privée. Donc il y a énormément d'exemples, hein, en fait, souvent, qui sont liés soit une prise de conscience de celles et ceux qui, à la fois, designent et gèrent aussi ces espaces, mais souvent une forme de sobriété contrainte. On a énormément, d'équipements publics, par exemple dans des territoires ruraux, qui servent à la fois, bah, pour l'enseignement et puis le soir pour le périscolaire. Alors ça paraît une évidence parce que personne, voilà, parce qu'on ne pouvait pas se payer, 2 bâtiments différents, voilà, pour des usages aussi proches, quoi. Intéressant. Revenons maintenant sur la nature en ville. Quand on fait la ville sur la ville, où se glisse la nature, hein? Est-ce qu'elle doit subir? Est-ce qu'elle subit? Ou est-ce qu'elle devient un outil, central du projet? Comment tu vois ça? Oh bah, ah oui, je pense aujourd'hui, il y a une forme de consensus sur le besoin, la nécessité d'une présence de végétal et plus globalement du vivant, qui soit beaucoup plus importante dans les espaces urbains. Je pense qu'on commence à sortir un peu de cette alternative. Ah bah, écoutez, il y a 2 solutions, soit on densifie et qu'on construit des logements, soit on végétalise. En comprenant quand même que l'éléphant dans la pièce, c'est la place de la voiture, des infrastructures, la sous-utilisation. Enfin, je veux dire, oui, on manque de la place, mais pas à cause de la nature ou de son développement. Donc, on peut penser à la fois une densification, alors pas n'importe comment ni partout, une densification bâtie et une densification végétale. Après, je pense qu'on a aujourd'hui, comme dans beaucoup des transitions urbaines, c'est-à-dire on est moins en train de se demander ce qu'il faut faire que de comment on va faire, en fait. Donc il y a une question de passage à l'échelle, et puis une question de méthode, hein. Hem, donc parce que, le fait de faire suffisamment à l'échelle, c'est-à-dire de façon à ce que, le végétal, je veux dire la canopée, dans des espaces urbains, deviennent des infrastructures de résilience, ça nécessite de changer réellement de braquet sur la façon dont on le fait concrètement. Quel type d'exemple? Enfin, je sais pas, tu peux nous donner un exemple, Bah, déjà, il faut sortir de l'idée que la nature en ville et la résilience territoriale va se résumer à des pots de géranium, sur la place de la mairie ou à des saloperies, posées sur le parvis de la gare, hein, tu vois ces trucs-là. tout à fait. Voilà, c'est tout à fait hors d'échelle, hors de propos, hein. Il y a une notion de quotidienneté et un caractère massif. Ça veut dire qu'on a besoin de place, on a besoin de beaucoup de place. Ça veut dire que chaque transformation, d'espace public devrait être l'occasion d'une vraie révolution parce que les arbres qui nous feront de l'ombre en 2050, c'est maintenant qu'il faut les planter, hein. Donc il y a un caractère une fois de plus, enfin là on a le double effet qui se coule de, faire la ville, c'est long. Quand on refait une rue, bah, c'est plutôt tous les 30 à 50 ans, hein, donc on va pas revenir d'ici 2050, hein, donc les rues qu'on refait aujourd'hui, c'est les rues qu'on aura en 2050. On va pas pouvoir les refaire, ça marche pas comme ça, hein. On est sur des taux Ouais. de renouvellement plutôt à 30 ans. Voilà, donc là, faut y aller et en plus, quand on parle de végétal, bah, faut planter, il faut que ça pousse. Donc faut le temps de faire le chantier et ensuite, faut le temps que ça pousse. Donc ça veut dire que
en fait, c'est globalement les transformations qui devraient être les plus radicales. Dès qu'on touche à une rue, on refait pas l'enrobé. On re-questionne l'ensemble de la répartition des espaces pour, faire passer, la mobilité douce, permettre de massifier le végétal et donc globalement, il faut virer le parking, quoi. Le parking de surface qui pose problème, dans beaucoup d'endroits et on voit bien que c'est pas évident. Alors évidemment, c'est pas évident, on touche un peu à la vache sacrée, de la fabrique de la ville qui est la place de stationnement. Donc là, ça demande, voilà, à la fois une volonté politique, mais aussi de la stratégie, de façon à avoir peut-être, des modes d'intervention qui permettent de faire aujourd'hui, quitte à laisser quelques places, mais des places qui sont un peu, découpées selon les pointillés avec la capacité derrière de faire des fosses d'arbres, en quelques heures et globalement de dégager les voitures dès que c'est possible. Et évidemment, ce sera possible. On ne pourra pas tous avoir une Tesla. Donc, il y a un truc qui marche pas là-dessus. Donc si voilà, 1er truc, c'est comprendre la radicalité de cette transformation et la nécessité de radicalité. Pas parce que je suis un écolo bobo, mais parce que, en fait, si on veut être au rendez-vous 2050, faut commencer avant-hier, en fait, hein. Voilà. Ensuite, comprendre aussi qu'on se focalise sur la rue. Qu'il y a pas que la rue, hein. Le travail qui a été fait, sur la métropole de Lyon, montre qu'on a 10 des potentiels développement de la canopée qui sont sur la rue, l'espace public qui est vraiment, symbolique. Enfin, je veux dire quand on parle des transformations de Paris, on parle que de ça. Alors qu'en fait, c'est que 10 des potentiels de développement de la canopée. Il y a encore 20 qui sont maîtrisés par le public. C'est les cours d'école, c'est, la cour de la préfecture et cetera. Donc il faut s'en préoccuper, il y a du boulot, et il y a du potentiel, mais ça veut dire qu'il y a 70 dans le privé. Hein, ça veut dire que c'est toi, moi, dans notre jardin, ça veut dire que c'est, la cour de la copropriété ou le carré de gazon, à l'entrée du bureau, hein. C'est là où il faut qu'on plante, c'est là où il faut qu'on désimperméabilise et cetera et cetera. Donc ça, tu vois, autre échelle et puis après il y a, comment on arrive trouver du sol, comment on arrive à trouver du végétal, mais conformément aux enjeux de limite planétaire. Parce qu'aujourd'hui, la nature en ville, hein, c'est souvent on fait un trou, on enlève ce qu'il y a, donc ce qu'il y a, c'est un sol, imparfait, hein, on dit mort, bon, c'est jamais vraiment mort, mais heu en tout cas très hétérogène et c'est pas celui qu'on attend. On l'enlève, donc ça veut dire qu'on le met à la benne, donc on le met en décharge et puis on ramène de la terre végétale qui est en fait un sous-produit de l'étalement urbain, hein. C'est un champ qu'on a décaissé dans la périphérie pour faire un lotissement ou une rocade, de contournement et puis dans cette terre végétale dont on veut pas regarder, d'où elle vient, on va planter un arbre suffisamment grand, hein, pour être assez digne, d'être inauguré, quand même par monsieur le maire, juste avant les élections. Et donc a priori, il vient d'une pépinière, soit d'Italie, soit de Hollande, soit d'Allemagne. Le paysagiste est allé le choisir, le baguer, en avion souvent, hein, et puis il revient en porte-char pour faire la nature en ville. Donc là, il y a un truc qui colle pas, quoi, hein. Comment l'urbaniste, il peut se positionner par rapport au domaine privé? Tu sais, on fait pas ce qu'on veut, enfin je veux dire, la ville c'est quelque chose de cadré, il y a de la réglementation à tous les niveaux et cetera et cetera. On peut le regretter, heu, voilà, la réglementation ça fait peur à certains là, manifestement en ce moment donc voilà, moi c'est vrai que j'aimerais bien, traverser Paris avec mon char d'assaut soviétique que j'ai réparé dans mon garage depuis une vingtaine d'années, mais j'ai pas le droit. Voilà, c'est la réglementation qui fait que bon. Bon, la réglementation, elle introduit voilà, elle contraint beaucoup de choses. Donc rien que ça fait que je peux ou je peux pas. Je peux couper cet arbre ou je peux pas couper cet arbre. Je peux planter à la place de cet espace vert ou je peux pas, voilà. Puis après on peut être incité. Aujourd'hui à Lyon par exemple, hein, il y a à la fois de l'accompagnement en termes, techniques, mais aussi financiers, hein, aux acteurs privés pour, la renaturation, désimperméabilisation, renaturation et donc végétalisation d'espaces privés. Parce qu'à un moment, un cœur d'îlot, végétalisé, c'est bien pour les résidents de la copropriété qui sont autour, mais ça participe, hein, à une infrastructure globale de résilience et donc un intérêt individuel et collectif, hein. Donc il y a plein de façons, d'intervenir, des façons hard, des façons soft, plein de nouvelles façons aussi, hein, qui sont de l'ordre plutôt de la médiation et sur lequel on voit bien qu'on a beaucoup à faire, quoi. J'ai une question concernant les friches, justement, c'est un sujet que tu abordes très souvent. Dans quel cas tu te dis, ici,
le mieux, c'est de rendre, le site à la nature. Parce que finalement, il y en a beaucoup de friches. Tu donnais des chiffres qui sont assez impressionnants. Comment on fait pour arbitrer et se dire: «Bah, cette friche, elle mériterait d'être, rendue à la ville et celle-là rendue à la nature»? Bah, comme tout objet, alors à la fois comme toute question d'urbanisme, mais d'autant plus, les questions d'urbanisme circulaire. C'est-à-dire que, les questions et donc d'autant plus les réponses sont situées. Tout simplement. Enfin, la question c'est où c'est et qu'est-ce que c'est? Donc dans le où c'est dans quel territoire et c'est quoi les besoins du territoire? Voilà, et puis qu'est-ce que c'est? On a des friches qui peuvent être, alors, puis c'est quoi une friche? Enfin, tu vois, il y a beaucoup de définitions, enfin, il y a beaucoup de réalités différentes derrière une même définition d'ailleurs qui est pas très claire, hein, qui a été, définie juridiquement il y a très, très peu de temps et sur lequel on peut avoir plein de réalités, y compris des réalités qui présentent, des intérêts en termes de biodiversité importants, en termes de résilience climatique, en termes même de fonction sociale, alors qu'elles sont dans des territoires, sur lesquels il y a par exemple une très, très forte demande de logement, hein. Donc, tout ça c'est des voilà, c'est à la fois des réponses qui sont à façon et puis les réponses sont pas, Toute faite. nécessairement, faites par l'expert, non, c'est l'objet de débats démocratiques et là on voit bien que ces débats du quotidien, de qu'est-ce qu'on fait de cet espace et qu'est-ce qu'on n'en fait pas justement, sont des objets de débat démocratique absolument passionnants et assez complexes à mener, de façon notamment à ce que, bah, ceux qui sont là, se posent aussi la question de ceux qui ne sont pas là ou ceux qui n'ont pas de logement ou voilà. Donc comment on vient croiser les choses? En tout cas, ce vieux débat, qu'on a pu avoir dans pas mal de territoires, du logement social contre l'arbre, enfin, c'est on fait soit l'un soit l'autre et assez vain en général. Heu et souvent quand on fait bien projet, on arrive à la fois à construire et à planter, hein. Voilà, donc il y a beaucoup de possibilités, derrière. Donc là, ça vient réinterroger les processus démocratiques. Je veux revenir au processus de production. Là, je te disais un peu l'impasse de la nature en ville dans sa pratique usuelle et classique. On voit bien aussi qu'il y a un développement, massif d'initiatives à gauche et à droite. Alors souvent un peu plus à gauche qu'à droite, hein, d'initiatives de renaturation sur lequel, à la fois, on s'approprie des techniques, de réactivation des sols, hein, donc utiliser les sols en place et puis surtout enfin aussi on s'interroge, sur la production du végétal, à la fois pour qu'il soit plus cohérent par rapport aux limites planétaires, mais aussi pour qu'il soit plus cohérent par rapport aux enjeux climatiques à venir et aux questions de résilience même du végétal, hein. Donc, c'est le retour à la graine, retour à la diversité, des espèces, mais aussi, retour à la diversité génétique, hein, qui est vraiment intéressante et qu'on creuse, qu'on explore dans les projets. On n'est pas à l'échelle du prototype, hein, c'est des choses qui avancent de façon poussée, quoi. Mmh. Si l'on parle justement du débat démocratique, alors en mars 2020, tu as une tribune dans Médiacité, juste avant les municipales et le confinement d'ailleurs. Tu dis: «Depuis un demi-siècle», je te cite: «Nous avons laissé le soin à la voiture de dessiner nos villes. Pour quel résultat? Une ville qui s'étend en offrant de moins en moins de services urbains et en consommant toujours plus de sol». Depuis 2020, qu'est-ce qui a changé pour toi? Parce que là, on arrive à une nouvelle échéance, 2026. Est-ce que ce même propos, ou en tout cas cette même tribune, tu pourrais la publier, en mars 2026, juste avant les élections municipales? Non, sans doute pas, enfin, en tout cas, pas de la même façon, notamment parce que, à l'été 2020 a été votée la loi climat résilience, qui parle du zéro artificialisation nette, voilà, qui est aussi un objet législatif singulier qui est très, très loin d'être parfait, hein, sur lequel je travaille. Notamment, je travaillais, tout début 2020, enfin même fin 2019, hein. Donc ces écrits ont participé de façon mineure, au débat sur l'écriture de la loi. Écriture de la loi qui a à la fois, en tout cas, retourné un peu le regard des professionnels sur la question du sol, hein, au-delà du foncier, la question des services écosystémiques des sols, et cetera. Ça a été suivi,
voilà, pas mal d'ouvrages, pas mal de réflexions, l'Institut de la transition foncière qui s'est créé. Enfin voilà, tout un travail là-dessus, qui est très loin d'être abouti, hein. Il y a eu une forme d'essoufflement de la dynamique, mais elle a bel et bien eu lieu. Elle a été mise de côté par une autre réflexion, hein, qui est un autre sujet, qui est celle, de la réduction de la consommation d'espace, qui a été imposée par le cadre législatif, hein, créé à ce moment-là. Hem c'est important parce que ça a créé une forme de prise de conscience collective, heu, sur un sujet qui est pas un sujet nouveau, hein, qui est cette question de la consommation d'espace agricole pour faire la ville, avec ses impacts sur les sols agricoles, mais aussi sur la multiplication sur la diffusion des mobilités, de la dépendance automobile, et cetera. Et l'idée que quelque part le pendant de ça, c'était une forme de délaissement des espaces déjà urbanisés, qui présentent aussi beaucoup de potentiel. Et ça, c'est un débat, enfin c'est comment dire? Un positionnement qui était assez clair dans la profession, hein. C'est globalement écrit dans la loi SRU en 2020, solidarité, renouvellement urbain. On parle beaucoup de pourcentage de logements sociaux, mais il y a aussi ça, hein, la construction de la ville sur la ville, et cetera, même si c'est moins explicite qu'on le dit aujourd'hui. C'était déjà émergent et l'arrivée du zéro artificialisation nette voilà, a popularisé le débat, l'a imposé finalement dans les conseils municipaux et puis l'a imposé y compris dans des champs qui étaient plus éloignés. Des cultures urbaines, notamment tout ce qui est développement économique, et cetera. Et donc ça a changé. Donc il y a une prise de conscience, il y a une controverse, hein, qui est loin d'être finie, mais au travers de cette prise de conscience, il y a sans doute aussi le fait que ce sera plus comme avant. Et finalement cette génération d'élus qui est rentrée en 2020, alors, dans des élections un peu rocambolesques, hein, mais qui rentrait en 2020, hem a découvert ça, dans bien des cas, hein, un bouleversement du cadre législatif qui aujourd'hui est là, même s'il est questionné, et qui s'est progressivement, qui est progressivement rentré dans le quotidien, des élus locaux, des professionnels, et il y aura sans doute pas de retour en arrière, hein, même s'il y a un retour à l'arrière, dans la loi, ce qui est pas le cas aujourd'hui, hein, mais c'est possible. En fait, sur le terrain, l'état d'esprit a changé, hein. Donc on n'en est plus à la question de la prise de conscience, qui était vraiment l'objet de mon 1er livre, même si évidemment le boulot est jamais fini, même s'il faut expliquer, pourquoi ça vache pas, pourquoi ça doit changer, et cetera, et cetera. Il faut aussi expliquer en quoi est-ce qu'il faut arrêter d'étaler la ville, mais que le périurbain qui est là, c'est une chance, hein, il est là, c'est de l'urbain pour le coup et pas du sous-urbain, mais c'est de l'urbain à fort potentiel, hein, parce qu'on peut aussi construire, on peut y planter, on peut y amener des services, et cetera et qu'il peut y avoir, il y a souvent et il peut y avoir d'autant plus de qualité de vie qu'on ramène finalement, dans un certain nombre de ces espaces, y compris de l'habitat, du service et donc bon, faut expliquer beaucoup de choses, mais on n'est plus au même moment du boulot là, hein. Il y a une forme d'accélération, qui était pas, qui était pas là en 2020, hein et quand je publie ça en 2020, c'est le moment où je publie mon premier bouquin, hein, Manifeste pour un urbanisme circulaire. Heu, à la fois, j'ai l'impression de prêcher dans le désert et en même temps, je suis étonné que, ça résonne déjà. Enfin, c'était d'une façon ou d'une autre dans l'air du temps, et puis, la pandémie qui aurait pu mettre un terme à tout ça, au contraire, était un vrai facteur d'accélération. Si jamais tu devais republier une tribune en mars 2026 ou en février 2026, ça serait sur quelle idée? Bah, que la façon dont on fait nos villes, doit être au cœur du débat. Hein, parce que c'est à la fois un déterminant, des questions de quotidienneté, que ce soit le logement, qui est absolument central à la fois dans notre vie, mais aussi dans nos revenus, dans notre capacité à faire autre chose que payer notre loyer ou notre emprunt. Parce que dans l'espace urbain se fait, la qualité de vie, mais aussi la santé du quotidien, mais aussi la capacité à nos gamins à jouer dans la rue, et parce qu'aussi c'est bel et bien autour de la fabrique de la ville que s'articule l'essentiel des transitions qu'on doit mener, hein, et donc voilà, se concentrer là-dessus, c'est aussi, actionner une transition globale de nos modes de vie, hein,
Enfin voilà, ça détermine, notre mobilité, la forme de la ville détermine notre mobilité, la façon dont on construit détermine nos émissions carbone, nos consommations de matière, la façon dont on vit ensemble, au quotidien, notre résilience, voilà, la qualité de l'espace public, c'est la capacité d'apprentissage de nos enfants. Enfin, tout est là, hein, tout est là, et ça a sans doute plus d'intérêt à être au cœur des débats que les questions de sécurité et d'immigration, quoi. Intéressant, ça c'est dit. Qu'est-ce qui t'occupe le plus en ce moment? Parce que effectivement, tu as parlé de ton rôle, en tout cas ta mission d'urbaniste, ta mission d'écrivain, tu es également podcasteur et conférencier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te prend le plus de temps? Alors, je suis pas écrivain moi, je suis essayiste, j'aimerais bien être écrivain au sens de faire de la littérature, mais voilà, non, moi j'ai beaucoup de mal à écrire et voilà. Bah, maintenant, ça me permet de bosser, ça me permet d'avancer. Moi aujourd'hui, ce qui me prend beaucoup de temps, et de plus en plus de temps, c'est à la fois le travail de recherche et d'écriture. Moi, je suis en train de faire ma thèse justement Ouais. sur le zéro artificialisation nette ou le ou la, on ne sait pas, c'est le ZAN ou la ZAN. Justement, tout est autour de ça. Ça s'appelle, Vie et mort de ZAN. Donc voilà, de plus en plus, focalisé sur l'enseignement et la formation des professionnels parce que je pense que, voilà, c'est un levier de fond et que la question aujourd'hui, elle est moins de qu'est-ce qu'il faut faire, mais de comment on fait, hein, et qu'il faut qu'on outille à la fois les élus locaux, les professionnels, publics, privés, des retours d'expérience du terrain et qu'on partage ça. Donc je suis autant en train de parler là d'étudiants en master d'archi, ou de chefs d'entreprise qui se posent des questions pour le business model de leur organisation, hein, en passant par, fonctionnaire territorial qui comprend bien que ça fait 20 ans, qu'il avance dans un sens et que là, il faut bifurquer, mais il n'a pas tout à fait les outils, et il a envie de devenir moteur dans son service, dans son agglo, voilà. Donc comment on adresse les besoins, de ces futurs ou présents professionnels? Voilà, ça moi ouais beaucoup et j'y passe du temps. Et puis on structure aussi, un collectif, autour de ce que je faisais, pour sortir du jeu et passer au nous, hein, donc là, c'est des choses qui sont en train de se structurer autour d'une structure associative, qui a vocation à porter ça, c'est-à-dire, les transitions concrètes, hein, de la fabrique de la ville, donc les changements de mode de faire, des choses très voilà, très 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 pratico-pratiques, aussi avec, vocation à la fois d'explorer des sujets, tout ce travail d'enquête qu'on a pu mener ces dernières années, qu'on veut développer, sur les questions foncières, sur les questions du végétal et cetera. Toutes les questions de diffusion, alors podcast, newsletter, bouquins, éditions, donc là avec, de nouvelles éditions qui sortent début 2026. Travailler sur les questions de formation et puis travailler sur le lobby aussi, ça fait partie aussi moi de mon comme d'autres, hein, mais on est un certain nombre aussi à pousser, à faire autre chose que de trépigner dans des salles de conférence en disant: «Il faut que», mais aussi à mouiller à la chemise en travaillant sur le changement du cadre législatif, de façon pas forcément très publique, hein, mais voilà, mais c'est important aussi qu'on ait un lobby positif. Alors quand c'est du lobby positif, on dit pas lobby, on dit plaidoyer. Non, C'est vrai. j'ai appris ça. OK. Bah, tu m'apprends quelque chose en même temps. Justement, alors si une élue ou un citoyen nous écoute et veut agir pour demain matin, heu, par quoi il pourrait commencer? Bah, par, redirection urbaine, par lire mon bouquin. Vraiment? OK, bah, ça Non, mais au-delà de la blague, moi je l'écris comme un retour terrain de gens qui font, et dans l'idée que ça inspire notamment, hein, des gens qui sont élus locaux ou qui veulent le devenir, de façon à constituer des éléments de programme. Moi, tu parlais des élections locales, qui pointent leur nez, en France dans les prochains mois. C'est évidemment important, hein, c'est éminemment important, de mettre à l'agenda ces questions de fabrique de la ville et de montrer combien, c'est des questions de principe, des questions de discours, des questions de mise en récit, mais aussi c'est des questions très pratiques.
hein, et c'est ce qu'on essaie, avec la newsletter là d'évoquer chaque semaine. C'est-à-dire, montrer que là, il y a un levier qui peut permettre d'aller dans le bon sens et cetera et cetera. Tout ça est fort complexe, mais bon, finalement, quand on échange avec les uns et les autres, ça se fait quoi, Mmh hein? mh. Donc aujourd'hui, c'est plutôt ça les enjeux. C'est bon, c'est quoi vos modes d'action à votre niveau? Bah, pour un candidat au municipal, c'est son programme, hein, c'est derrière, avancer sur les questions de réglementation urbaine au travers du PLU, mais aussi la programmation logement, voilà, pas que ça. Il y a la question de l'espace public, il y a la question des mobilités. Pour un citoyen, c'est ces questions de vie quotidienne entre, comment je bouge, comment je mange, mais ce que je fais aussi de ma maison, de ma copropriété, hein, donc on peut tous être acteurs, à notre niveau et tout ça doit évidemment éminemment faire système, avec une action politique et le fait de mettre à l'agenda ces questions-là, hein, que ce soit au local ou au national. Donc on a tous moyen de faire, faut juste comprendre que faut sortir un peu du syndrome de: «Oui, mais les questions d'urbanisme, c'est compliqué». Alors souvent, c'est rendu compliqué par les urbanistes, hein, par les acronymes, par la technicité qu'il y a derrière. Donc c'est pas si compliqué que ça, la preuve, je comprends, et en fait, bah, aussi comprendre que c'est un levier de transformation, c'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, tu as parlé de sécurité, ce sujet qui est mis en valeur dans les on va dire dans les programmes politiques. Est-ce qu'il peut y avoir une corrélation entre justement la fabrique de la ville et la sécurité, justement? Alors enfin, il y a pas de notion de corrélation, le fait est que, pouvoir vivre, en En tout cas, sécurité au sens comment on pourrait général du terme. ouais, ouais. Comment on pourrait Non, mais améliorer c'est la c'est sécurité par une ville peut-être, qui justement se concentre non, sur mais non, oui, non. Non, non, il y a la tentation finalement de se dire que c'est la forme de la ville qui va induire ou pas, une sécurité, du d'accord. quotidien et cetera. On le voit bien, les ressorts de l'insécurité sont ils viennent d'ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est pas les urbanistes qui vont gérer, la question du trafic de drogue, en France, quoi, hein, et c'est pas par l'urbanisme qu'on va réguler ça. Il y a cette tentation, hein, et il y a bien ce regard, notamment quand il y a des rénovations urbaines dans les quartiers populaires, les quartiers de la reconstruction, d'avoir un angle dans le design urbain sur les questions de sécurité par la visibilité, l'emplacement des caméras et cetera et cetera. C'est pas complètement stupide, hein, la question c'est comment est-ce qu'on fait pas, la réhabilitation du quartier juste pour ça, hein? Par ailleurs, les questions de sécurité, elles sont bah, c'est un socle. Enfin, c'est voilà, c'est oui, c'est bien d'aller à l'opéra, mais d'abord, faut bien manger. Mais d'abord, faut être en sécurité, hein. Quand, on coupe l'éclairage, justement dans des quartiers où on n'est pas super à l'aise, passé 22:00, et qu'on coupe l'éclairage public pour faire des économies, bah, les gens restent chez eux, quoi, hein, donc il y a des enjeux aussi qui sont associés à ça. Donc pour moi, c'est absolument pas un non-sujet. Quand j'en parlais sur la façon dont on vit au quotidien, c'est un sujet qui doit être approprié. C'est pas le job des urbanistes pour le coup, mais par contre, ils doivent en être conscients et par ailleurs, c'est un socle. On commence par là. Tu parlais de Mayotte, j'étais il y a quelques mois, en février dernier, post-Chido, mais bien avant, on a une montée de tension sociale et d'une forme d'insécurité, qui est pas tout à fait la même que ce qu'on peut trouver, ici et là, dans l'Hexagone. Ça induit jusqu'à un déplacement des populations, ces 20 dernières années, qui ont quitté notamment l'aire Mamoudzou-Koungou, du fait des tensions, voilà. Donc on est au-delà de Chido, si tu veux, ça devient des déterminants, importants de la qualité de vie et y compris de la forme de la ville, avec une forme de dispersion de l'habitat et des mobilités associées qui font qu'à Mayotte, on peut plus circuler, hein. Donc tu vois comment tout ça est lié et de toute manière, ça fait une vie au quotidien qui est extrêmement complexe, parce que ça pose des questions jusqu'à la sécurité des gamins Ouais. quand ils sont à l'école. Donc des choses, intimes, si tu vois? La question de la décarbonation, de ton chauffage, alors à Mayotte, pas trop, hein, c'est pas trop l'enjeu, mais la décarbonation de l'acte de construire, il passe après le fait d'être tranquille quand tes gamins sont à l'école.
hein. Donc c'est juste fondamental. Mon propos tout à l'heure, c'était de dire, heu, on ne peut pas résumer, le débat démocratique, notamment pour les élections locales, qui ont fort peu de moyens d'action, hein, sur ces questions-là, qui en ont quand même, aux seules questions de sécurité et que j'associe en plus, à immigration, pour montrer l'inanité, de nombre de ces débats-là. Donc c'est des sujets. Il y a toujours eu l'idée, que, notamment le design urbain de l'espace public, les formes urbaines étaient des déterminants de la sécurité. C'est assez marginal, hein, même s'il peut y avoir des questions, évidemment associées à ça. Mais là, on est plus sur une logique de contrôle social. De toute manière, voilà, les ressorts de l'insécurité, on les connaît, ils sont pas dans les mains des urbanistes. Intéressant. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever et de garder le moral, face à l'ampleur, de la tâche? Moi, j'ai pas forcément le moral, hein. Non, non, c'est enfin, moi, je la question de se lever le matin et de bosser, c'est pas nécessairement par optimisme. Je veux dire, c'est par engagement, voilà, moi, je suis pas nécessairement optimiste, mais je suis déterminé, oui. Oui et un peu froidement et en même temps, moi, si tu veux, ce que je constate, c'est que, en fait, le flot de l'histoire là, qui a l'impression de se dérouler sur nous, à la fois on a une prise, on a une petite prise, tu vois? Alors, parfois c'est voilà, par les écrits, la parole, parfois c'est le vote, parfois c'est par l'action au quotidien, et cetera. Il se trouve que quand on est urbaniste, dans toute la diversité, hein, de pratiques que j'ai pu énoncer, auxquelles s'ajoute la recherche, l'enseignement, et cetera. En fait, on travaille au quotidien des leviers qui sont extrêmement importants. Enfin, voilà, moi, c'est bien qu'on trie sa poubelle et qu'on fasse du vélo, mais les décisions qu'on prend au boulot, ont des impacts, en termes de consommation de matière, d'impact sur les milieux, et cetera, qui sont absolument massifs, hein. Donc, on a des leviers d'action, qui sont extrêmement importants. Donc on a une capacité d'agir, en fait, hein, avec, une forme de certitude. C'est qu'on a beaucoup de choses entre nos mains. Hein et que finalement, bah, oui, c'est des formes de révolution, hein, socio-écologique qui sont nécessaires pour être, à la hauteur des rendez-vous de 2050. Mais que finalement les renoncements nécessaires sont pas absolument immenses. Enfin, je veux dire, si on renonçait à tout ce qui sert à rien, juste à ce qui sert à rien, pas ce qui nous amène un peu plus de confort et cetera, déjà on aurait fait une très, très, très grosse marche, hein. Je regardais là avec envie, une espèce d'immense crèche de Noël là, devant la banque, qui est à côté de mon bureau là, qui tous les ans fait un espèce de truc, doit avoir je sais pas 200 m², de pins, de nains de jardin, de machin, de trucs. Enfin, je veux dire, c'est identitaire, pour cette banque. Je pense que le jour où cette banque ne le fait plus, tout le monde s'en fout. Enfin, sauf le patron de la banque sans doute, hein, voilà. Et ça fait partie des renoncements qu'on peut faire sans trop de difficultés et qui ont quelques impacts en fait au quotidien. Donc on a plein de leviers d'action. Voilà, après faut arrêter de pester contre le politique et puis voilà, faut passer à l'action, quoi. Faut se bouger. Ouais, hyper positif. On arrive à la fin de l'épisode. J'ai toujours une petite question rituelle. S'il y avait une ou 2 personnes que tu aimerais, inviter à venir partager un petit moment avec toi, une personne vivante ou disparue, quelle serait-elle? Question à passer avec moi ou à mettre à ton micro? Ah non, passer avec toi. Ah, avec Soit moi? Oh, ou oh moi, c'est des proches et donc j'en parlerai pas, mais j'ai les noms, oui. d'accord, donc ça serait plus C'est des des proches per disparus, ouais, ah d OK, bien sûr. d'accord, très bien. OK, super. Parce que tu as des personnes à nous recommander, Parce que du coup, tu as dû comprendre de Non, mais plein et notamment des gens qui font c'est pas nécessaire enfin, pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est de passer au-delà des gens qui prennent la parole. C'est voilà, c'est les gens qui font et qui sont au quotidien, hein, et qu'on entend peu. C'est ce qu'on va faire là dans quelques jours, avec Sabine Barl, donc qui est Grand Prix de l'urbanisme cette année. Et j'ai la chance de faire un truc que j'aime pas du tout faire, c'est-à-dire d'animer la rencontre.
de remise des prix, c'est même une cérémonie, donc autant dire je suis à contre-emploi, complètement là-dessus. Mais avec Sabine, c'est un autre exercice et on est allé, chercher, identifier des gens qui sont pas nécessairement les gens qui prennent la parole. Alors il y a quelques noms, qu'on connaît, hein, et qui vont nous faire des retours terrain. Hein, des retours concrets de ce qui marche, mais de ce qui marche pas aussi, et en tout cas, voilà, des gens qui au quotidien bossent, pour faire avancer les choses et puis qui font aussi l'effort de partager aussi leurs apprentissages et ça c'est vraiment, voilà, ça me semble vraiment fondamental quoi, qu'on vienne sur le terrain et qu'on arrête de se faire rêver et qu'on parle du concret. Des choses concrètes, ouais. Où c'est qu'on peut te joindre, Sylvain? Où c'est que tu es, alors je sais que tu as la newsletter Dixit, En qui est en en hebdomadaire? g Ouais, qui est hebdomadaire quand la semaine n'est pas trop chargée. Oui, oui, bah, c'est le plus simple. Il suffit de s'abonner, puis de répondre à la newsletter et c'est moi qui suis derrière. D'accord, super. Voilà. Eh bah, écoute, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé Merci à toi. et puis, bah, à très bientôt sur les réseaux, par écrit ou lors d'une conférence. Merci encore. À bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser des étoiles, 5 de préférence sur votre plateforme d'écoute préférée. Enfin, afin de ne rater aucun épisode, inscrivez-vous à notre newsletter, newsletter.dailygreen.fr. Prenez soin de vous.